Donc, le 13 février dernier, donc, s'est tenu à l'Assemblée nationale donc, le premier sommet de la mesure d'impact social organisé par nos collègues de l'Impact Tank. Donc, c'est un événement qui a permis de mettre en lumière tout l'intérêt croissant qui est porté à la mesure d'impact, que ce soit par les acteurs publics, les pouvoirs publics, les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, mais également les entreprises dites classiques du secteur privé. Donc, dans la continuité de ce sommet, nous, on a souhaité vous proposer ce webinaire qui se veut très concret et très opérationnel pour partager avec vous les quelques questions clés à se poser et à arbitrer. Donc, vous verrez, elles ne sont pas si nombreuses que ça, ces questions, mais elles sont assez structurantes avant de se lancer dans une démarche de mesure d'impact. Et vous verrez, ça vous permettra de vous lancer dans les meilleures conditions et de manière sereine une fois que ces prérequis sont validés. Alors, en termes d'animation, on sera 3 personnes à intervenir. Donc, Damien et moi-même, Swenda, nous travaillons donc, au sein du cabinet de conseil Groupe SOS Consulting. On collabore très régulièrement avec l'Impact Tank en tant que praticien de la mesure d'impact social. Donc, collègue de l'Impact Tank, que je tiens à remercier chaleureusement pour la co-organisation de ce webinaire. Et on aura également le plaisir d'avoir à nos côtés Mathilde Boulet. Donc, Mathilde qui est déléguée générale de l'Ascenseur, une coalition d'acteurs engagés à la fois pour l'égalité des chances et l'engagement citoyen. Alors, pourquoi l'Ascenseur, vous me demanderez? Tout naturellement parce qu'en 2022, nous les avons accompagnés, donc l'Ascenseur, dans la mise en place de sa démarche de mesure d'impact social. Et on a tout naturellement, évidemment, souhaité mettre en avant ce cas comme fil rouge pour notre échange d'aujourd'hui. Donc, je me permettrai d'introduire chaque question. Mathilde vous présentera la manière dont l'ascenseur s'est saisi à chaque fois de ces questions. Et Damien, donc notre expert en mesure d'impact social côté groupe SOS Consulting, enrichira ce retour d'expérience à la fois avec des éléments théoriques, mais également des cas concrets, des illustrations, donc de quelques cas d'études complémentaires. Alors, je vous inviterai également à poser toutes vos questions que vous aurez dans le chat ou la conversation et on prendra un temps à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à ces questions. Voilà un petit préambule. Alors, comme on l'a vu, la mesure d'impact social a le vent très en poupe. De plus en plus de monde en parle. De plus en plus de financeurs en demandent, voire conditionnent leur soutien financier à la réalisation d'études d'impact, sans néanmoins toujours savoir très bien ce qu'ils entendent par là. Et par conséquent, de plus en plus d'associations se saisissent du sujet, mais elles ne savent pas toujours très bien comment faire ou sous quel angle aborder le sujet. Et donc, de ce fait, ce sera ma première question pour toi, Damien. Lorsqu'on parle de mesure d'impact, de quoi parle-t-on en réalité? Qu'est-ce qu'on entend par mesure d'impact? Merci Swandai, bonjour à toutes et à tous. En termes de définition, je vais vous proposer une définition qui a été élaborée par l'Impact Tank. Ça tombe bien puisque c'est l'Impact Tank qui nous convie aujourd'hui. Donc je cite, mesurer son impact, c'est chercher à quantifier les effets imputables à son action sur ses parties prenantes. Mesurer son impact, c'est donc chercher à recueillir les données nécessaires pour évaluer ce qui compte vraiment. Mesurer son impact, c'est également s'inscrire dans un processus évaluatif dont chaque étape repose sur des choix et soulève de nombreux défis, accentués par la nature même de l'action évaluée et dont les résultats sont à la fois riches et à manier avec précaution. Fin de citation. Opérationnellement, et donc là c'est plutôt le praticien de la mesure d'impact social qui parle, la mesure d'impact va s'appuyer sur quelques étapes clés qui seront toujours les mêmes, quels que soient ensuite les outils, les méthodologies, les manières de collecter la donnée qu'on va utiliser. Systématiquement, on va commencer par définir les effets attendus du projet et essayer de mettre sur le papier l'articulation logique qu'il y aura entre les parties prenantes à qui le projet s'adresse et les besoins de ces parties prenantes, les actions qui sont mises en œuvre par le projet et les effets, du coup rechercher ce que l'action est censée changer, apporter comme changement dans la vie des parties prenantes. Ça sera la première étape et ça sera une étape systématique, enfin toujours clé. Ensuite, on aura une étape qui consistera à identifier parmi tous ces changements ceux que l'on veut étudier en priorité, étant donné que ça sera difficile, voire impossible, de tout étudier, tout mesurer, ou tout mesurer d'un coup, en tout cas. On aura ensuite une troisième étape où on va identifier les données requises pour documenter ces effets, pour pouvoir dire si oui ou non ces effets sont au rendez-vous, pour pouvoir dire si oui ou non ces effets peuvent être attribués à notre action. Sur cette base-là, on devra ensuite construire un processus et construire des outils de collecte de données qui seront adaptés en fonction des effets qu'on aura envie de documenter. On devra ensuite collecter effectivement ces données, les traiter, les analyser
Mais on ne s'en tiendra pas à ça. Il faudra ensuite s'entendre sur les résultats saillants qui se dégagent des données collectées, et puis en tirer des leçons et des recommandations. Et par conséquent, et ça c'est un élément qu'il faut absolument garder en tête quand on aborde ce sujet de la mesure d'impact social, la mesure d'impact social, c'est d'abord une démarche, et c'est pas seulement un ensemble de techniques, un ensemble de méthodologies. C'est une démarche qui, à mon sens, et je le constate tous les jours en tant que praticien, peut être amorcée très modestement, avec des outils simples, et puis ensuite renforcée. Et c'est une démarche qui va conduire toute organisation qui s'en saisit à se questionner sur son impact et à collecter des informations qui permettent de le documenter. Voilà, c'est ce petit point théorique que je vous proposais pour entrer dans le sujet. Merci Damien, merci pour effectivement ce point d'entrée sur la mesure d'impact. Donc, comme on vous le disait, on souhaitait être très concret, très opérationnel avec vous aujourd'hui. Et on souhaitait vous livrer, effectivement, vous partager les quelques prérequis, les quelques questions clés qu'on se pose, nous, en tant que praticiens, avant de se lancer dans une démarche de mesure d'impact. Donc, il y a quelques prérequis, comme je vous avais dit, et finalement, il y a 5 questions clés qu'on doit se poser, de toute organisation, que ce soit une entreprise, une association, une fondation ou autre, qu'elle doit se poser avant de se lancer dans ce type de démarche. Alors, je vais d'abord parler des 2 premières questions qui finalement couvrent le champ du pourquoi et qui se décomposent ainsi. Donc, la première question à se poser, c'est à qui est destinée l'étude? Donc, le destinataire, le commanditaire et à qui serviront les résultats de cette étude. Le deuxième point, à quoi serviront les résultats? Donc, le but, l'objectif. À quelle fin l'étude est-elle demandée? Mathilde, dans le cas de l'ascenseur, est-ce que tu saurais, s'il te plaît, répondre à ces 2 questions? Donc, à qui était destinée cette étude, le commanditaire ou les commanditaires, et quels étaient les objectifs? À quoi cette démarche devait-elle servir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie, moi, en tout cas, aujourd'hui, de pouvoir vous donner cet exemple de l'ascenseur et de l'accompagnement qu'on a pu avoir, accompagnement de qualité via SOS Consulting. Donc, on est vraiment ravis de cette étude d'impact. Et effectivement, ça nous a permis de nous poser un certain nombre de questions quand on a lancé cette démarche. Alors, peut-être déjà quelques précisions concernant l'ascenseur. En fait, l'ascenseur, c'est un collectif associatif qui a été créé en 2019. Et l'idée de ce collectif, c'était vraiment de pouvoir créer des ponts entre des structures privées, publiques et associatives, en proposant à la fois une unité de lieu, mais aussi une unité de combat. Et ce combat, c'est la lutte contre les inégalités. Cette unité, elle nous permet quoi? Elle nous permet de favoriser le dialogue, d'être plus audible, d'être plus visible. Et en fait, en un mot, ça nous permet d'avoir plus de poids et donc d'avoir plus d'impact, on y vient, sur le quotidien des 500 000 jeunes qu'on accompagne. Alors, pourquoi on a investi, nous, dans cette étude? En fait, comme je l'ai dit, c'était vraiment un projet inédit. Donc, à la fois, nous, donc l'ascenseur et les associations qui composent l'ascenseur, mais aussi nos partenaires, on avait hâte de venir démontrer la pertinence de ce modèle auquel on croyait vraiment beaucoup. Et en fait, pour nous, ça a été, après 3 ans, vraiment une formidable opportunité de démontrer cet impact sur les associations de ce collectif et donc sur les jeunes qu'on accompagne. Donc, en termes de destinataires, pour répondre plus précisément à ta question, l'étude avait été commanditée à la base par nos partenaires. En fait, nous, on a toujours eu un soutien très fort de nos partenaires qui ont toujours cru au projet. Et notre premier partenaire, qui est la BNP, a été celui qui a vraiment souhaité qu'on puisse mesurer notre impact et qui nous a vraiment incité à le faire. Son objectif, c'était vraiment de pouvoir asseoir la légitimité de ce projet inédit, mais aussi de pouvoir faire venir d'autres partenaires et donc favoriser le développement de l'ascenseur. Ce qui fait qu'avec de tels arguments, en fait, le conseil d'administration n'a pas eu d'hésitation à dédier une partie du budget à la mesure de cet impact. Donc, ça a été une impulsion de nos partenaires parce que eux-mêmes étaient convaincus de la pertinence de ce projet depuis le départ. Et donc, ça a été une belle opportunité pour nous. En termes plutôt de but, en termes de résultats, en tout cas, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que cette mesure d'impact, elle a été commanditée avec, comme je disais, cette arrière-pensée de vraiment démontrer la pertinence de ce modèle pour continuer à le développer. Et en fait, nos résultats, c'était vraiment cette idée qui puisse servir à la fois à démontrer cette pertinence, mais surtout à avoir plus
d'impact en fait sur les jeunes qu'on accompagne au quotidien et aussi derrière ça essaimer ce projet partout en France. Donc voilà, mesurer son impact, en fait l'objectif principal c'est pour avoir plus d'impact. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation donc, de notre cas fil rouge. Cas fil rouge qui, dans ce cas, illustre une situation qui est relativement fréquente où la démarche de mesure d'impact social est initiée pour, comme tu le disais, entériner la preuve du concept du projet étudié et éventuellement pour appuyer son essaimage ou son changement d'échelle, ce qui peut être fait à la demande des bailleurs de fonds ou pas. Mais d'autres situations peuvent se présenter et du coup là je vais vous en livrer quelques autres avec exemple à l'appui ou pas, mais pour essayer de couvrir un peu le champ des possibles. Premier exemple, l'association Silver Fourchette qui promeut le bien manger pour bien vieillir, qui accompagne des chefs cuisiniers en EHPAD, qui accompagne des seniors qui vivent à domicile, a initié en 2019 proactivement une démarche de ce type pour étudier les contributions de 4 de ces activités clés, 2 qui concernaient les chefs cuisiniers et 2 autres qui concernaient les personnes âgées vivant à domicile, donc pour étudier les contributions de ces activités à sa mission et pour poser les bases d'un dispositif pérenne de suivi et évaluation de son impact et d'amélioration continue. Donc c'est d'autres circonstances où le destinataire, en fait, c'est l'association elle-même et à quoi serviront les résultats, c'est l'amélioration continue à travers un dispositif pérenne. Dans d'autres cas, certaines études vont s'adresser plus spécifiquement à la communauté scientifique, notamment pour contribuer à la recherche, à la connaissance sur une thématique sociale donnée, peuvent aussi s'adresser plus spécifiquement au pouvoir public, en particulier dans une dynamique de plaidoyer pour prendre part à la fabrique des politiques publiques. Ces études-là nécessiteront la plupart du temps un niveau de rigueur qui sera encore accru. D'autres études vont avoir pour premier objectif de valoriser les équipes qui sont mobilisées dans le projet, de les fidéliser, de renforcer l'attractivité de leur métier. Et ça, c'est une question qui se pose notamment pour certains métiers qui souffrent d'une image dépréciée ou d'un déficit d'attractivité, alors qu'ils génèrent un impact social très fort. Et d'autres, enfin, et alors là, ne nous voilons pas la face, hein, c'est un cas réel, elles seront initiées dans la seule optique de répondre à l'exigence formelle de bailleurs de fonds qui auront conditionné l'octroi de financement à la réalisation d'une étude d'impact. Et dans ce cas-là, alors, le but est certes utile, mais n'est pas forcément très constructif si on s'en tient à cela et surtout si on vit la démarche uniquement comme une contrainte exogène. Et l'enjeu dans ce cas-là, c'est de saisir l'occasion qui se présente, de réaliser effectivement une mesure d'impact social pour mesurer des choses qui seront utiles à l'organisation, qui seront utiles à ses réflexions stratégiques et qui seront utiles à sa prise de décision. De manière générale, définir le destinataire, définir le but de la démarche de mesure d'impact social, c'est essentiel pour pouvoir en calibrer finement et le niveau d'exigence et le niveau d'indépendance requis. On ne déploiera pas les mêmes moyens derrière en fonction des réponses qu'on apporte à ces premières questions. Et du coup, trancher ces questions, se positionner vis-à-vis de ces questions, va avoir des implications fortes sur la quantité de données qu'on va devoir aller chercher, sur la qualité des données qu'on va devoir aller chercher, sur la profondeur, sur les modalités opérationnelles de la démarche. Merci Mathilde. Merci Damien pour ces éléments de réponse. Donc vous l'avez vu, on a ouvert ces 2 premières questions. Si vous avez bien suivi, il nous reste donc 3 autres questions qu'il faut se poser dans le cadre de cette démarche. Et les 3 questions suivantes couvrent plutôt le champ du pourquoi. Donc la 3e question, c'est l'échéance. Et donc la question sous-jacente du calendrier. À quelle échéance, à quel délai, effectivement, je dois disposer des résultats de mon étude d'impact. 4e point, c'est le quoi finalement, c'est l'objet de la mesure d'impact social. Quel aspect des effets de mon projet, de mon dispositif, de mon programme, est-ce que je dois aller étudier, que je dois aller passer à l'œuvre? Et puis la 5e question à se poser, c'est les moyens. Donc, un point très important évidemment. Donc, quels sont les moyens dont je dispose et que je peux me mobiliser dans le cadre de cette étude d'impact? Donc, il peut s'agir de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles que je peux aller mobiliser. Même exercice, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire dans le cas de l'ascenseur, donc en 2022, l'année dernière, comment tu as répondu à ces 3 questions, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Alors, en termes d'échéance, nous, on avait 6 mois, ce qui est assez court et assez exigeant, à la fois pour l'équipe de l'ascenseur, pour les associations du collectif qu'on mobilisait, et puis aussi pour l'équipe de SOS Consulting, parce que souvent, ça se fait sur un temps un petit peu plus long. Ce que j'ai peut-être pas précisé aussi au début, c'est que nous, on était sur une étude qualitative, donc c'est différent aussi des études quantitatives et donc c'est pas tout à fait le même, ça se conduit pas tout à fait de la même façon. Donc voilà, 6 mois, c'était plutôt court. Mais en fait, on avait de nouveaux projets qui arrivaient. On voulait absolument continuer à embarquer nos partenaires, à aller chercher de nouveaux partenaires pour soutenir ces projets. Et on était vraiment dans une grande phase de développement, donc on n'avait pas trop le choix en termes de calendrier. Et comme le disait très justement Damien, souvent l'objet de la mesure d'impact, c'est de continuer à aller à avoir des fonds et aller chercher des fonds. C'est souvent commandité par des financeurs, mais nous, on a voulu justement aussi s'appuyer dessus pour continuer à démontrer, je le disais, la pertinence du projet. Et donc, ça nous a permis de vraiment réfléchir à cette occasion-là sur qu'est-ce qu'on avait envie de challenger, qu'est-ce qu'on avait envie de mesurer, quels sont les axes qu'on avait aussi envie de développer pour ça. Donc, l'objet pour nous de la mesure d'impact, ça a été, je disais, de démontrer la pertinence et de l'efficacité du projet pour continuer et pour mieux répondre aux besoins de nos associations, donc des 20 associations qui composent de l'ascenseur. Donc, on a choisi 4 grandes dimensions qu'on a définies ensemble, donc avec vous, avec SOS Consulting. Donc, il y avait la dimension physique, donc le fait que, comme je le disais en introduction, on ait choisi d'être tous réunis dans un même endroit, donc d'avoir ce même lieu de travail, ce même lieu d'accueil, ce lieu de rencontre et ce lieu aussi d'événement. Donc, voir en quoi ça fonctionnait à ce niveau-là. La dimension fonctionnelle, plutôt sur des sujets de développement de projets communs, créer des passerelles entre tous ces secteurs publics, privés, associatifs, comment créer des projets innovants, des solutions innovantes, des projets complémentaires. Euh, la dimension qui est plaidoyer, comment vraiment on a réussi à créer une communauté de valeurs, comment est-ce qu'on a réussi à avoir plus de poids sur les politiques publiques en ayant ce plaidoyer commun, c'est vraiment ça l'objet de l'ascenseur. Et puis la dimension plutôt symbolique, parce qu'on a fait le choix d'être place de la Bastille, et l'idée c'était aussi de pouvoir porter symboliquement ces messages de lutte contre les inégalités et d'être situé au cœur de Paris, aussi pour dire symboliquement que les jeunes issus de quartiers défavorisés ont aussi leur place au cœur de Paris et plus précisément donc à Bastille, ce haut lieu de l'émancipation. Voilà sur l'objet de la mesure et après sur les moyens. On avait décidé, donc je le disais via le conseil d'administration, de dédier un budget à cette mesure d'impact. Mais au-delà des moyens financiers, il faut savoir que ça peut prendre aussi un petit peu de temps. Déjà, on a fait ce choix d'externaliser l'étude parce qu'on n'avait pas les compétences en interne. Donc, il faut à partir de ce moment-là faire un benchmark, une étude comparative des différents cabinets qui proposent de faire ces mesures d'impact. Donc ça prend un petit peu de temps. Il faut étudier ce que chacun fait, étudier les différentes propositions et puis ensuite se mettre d'accord en interne. Une fois que c'est fait, il faut constituer un comité de pilotage dédié au suivi de cette mesure d'impact. Plus nous, dans ce temps restreint de 6 mois, on a dû avoir, je crois, 4 réunions de comité de pilotage et avec différents aussi points de suivi entre-temps. Il y a eu aussi un appui plus technique de l'équipe de l'ascenseur. Et puis, la mobilisation des associations résidentes à l'ascenseur, des associations de notre coalition, parce qu'au-delà de nos murs, on a aussi d'autres structures qui luttent avec nous contre les inégalités, et puis la mobilisation aussi de nos partenaires qu'on a interrogés d'impact. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de temps, c'est non négligeable, il faut l'avoir en tête quand on se lance là-dedans. Il faut qu'il y ait quand même une personne qui soit dédiée au sein de l'équipe, en tout cas qui soit référente sur le sujet. Ça ne prend pas un temps plein, bien entendu, mais en tout cas, c'est essentiel d'anticiper le temps que ça peut prendre sur la période, mais après, c'est un très beau retour sur investissement en cas, donc ça prend un peu de temps sur une période donnée, et puis après, on a des résultats
vraiment suivi pour la suite pour avoir à terme le plus d'impact. Merci beaucoup Mathilde pour ce retour très riche sur l'évaluation d'impact social de l'ascenseur. Comme on peut le voir, du coup, l'échéance, l'objet de l'étude, les moyens alloués, enfin les moyens mobilisables du moins, permettent de calibrer les attentes en termes de collecte de données, soit en termes de périmètre de la collecte de données, est-ce qu'on va couvrir toutes les activités de l'organisation ou que certaines, en termes de taille de l'échantillon à constituer, est-ce qu'on va essayer de collecter les réponses de 100% de nos bénéficiaires ou de 50%, 20%, ainsi de suite, en termes de nature de données, mais permettent aussi de calibrer les attentes en termes de présentation des résultats. Est-ce qu'on aura un rapport d'études plus ou moins détaillé? Est-ce que les résultats se présenteront plutôt sous forme d'un tableau de bord, d'une table d'indicateurs? Parmi les différents éléments dont on vient de discuter, échéance, objet et moyens, je vous propose de zoomer sur la question de l'objet de l'étude, qui est peut-être celle qui est la moins claire, de prime abord du moins, parce que de fait, une démarche de mesure d'impact social peut embrasser tout ou partie des objets suivants que je vais détailler. Le premier, c'est de mettre en lumière les effets générés par l'activité, et on parlera alors volontiers d'efficacité. C'était une des dimensions qui était retenue dans le cas de l'ascenseur, on l'a vu. Le deuxième, c'est de justifier de la bonne utilisation des ressources au regard des effets générés. On parlera alors plutôt d'efficience. Le troisième, c'est de valider la pertinence de l'action au regard des besoins. On parlera de pertinence de façon très transparente, et c'était aussi une des dimensions retenues pour l'ascenseur. Et le quatrième, c'est d'établir rigoureusement les liens de causalité entre l'action et les effets générés. Et dans ce cas-là, on parlera d'impact net. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà, toutes les études ne vont pas couvrir toutes ces différentes dimensions et tous ces différents objets. Et du coup, s'attacher à documenter tel objet plutôt que tel autre ou telle combinaison d'objets va conditionner directement le type de données à collecter, les méthodes sur lesquelles on devra s'appuyer pour les collecter. Et évidemment, par conséquent, ça aura une influence forte sur les moyens à mobiliser, étant donné que certaines méthodes seront plus chronophages, plus coûteuses que d'autres. Toutes les démarches de mesure d'impact social, je le redis, n'ont pas vocation à couvrir tous ces sujets. Et j'aurais même tendance à dire qu'une démarche réaliste et une démarche bien conçue va prioriser un de ces objets spécifiquement ou une combinaison de ces objets. La question va aussi se poser de prioriser, parmi tous les effets que génère votre projet, certains de ces effets-là, ou les effets de votre projet sur certaines des parties prenantes du projet. Attendu, de nouveau, qu'il n'est pas possible de tout évaluer à la fois, ou de tout évaluer en même temps, ou de tout évaluer dans une étude donnée, ou du moins pas dans les conditions habituelles qu'on connaît et que connaissent les structures qu'on accompagne, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue financier. Petit exemple, en 2020, on a accompagné le réseau des épiceries sociales et solidaires, Andes, qui se sont lancés dans une démarche de mesure d'impact social pour appuyer l'essaimage de leur modèle avec le soutien de France Relance. Ces épiceries, le principe, c'est qu'elles donnent accès à un prix cassé à des produits alimentaires et non alimentaires à des ménages vulnérables qui sont orientés par des prescripteurs sur un temps limité. Et donc, elles leur proposent aussi un accompagnement social individuel et des animations collectives. Donc les épiceries ont des effets évidemment sur les ménages accompagnés. Elles ont aussi des effets sur les collectivités au sein desquelles elles sont implantées. Elles ont des effets sur les partenaires associatifs locaux également. Elles ont des effets sur les bénévoles qui les font vivre dans beaucoup de cas. Lors de cette étude, on a arbitré avec le comité de pilotage de l'étude qu'on allait s'attacher spécifiquement à la question des effets produits sur les ménages. Et que parmi tous les objets possibles de l'étude, on allait en particulier en étudier la pertinence et l'efficacité. On est sur un cas un peu, enfin, proche en tout cas de ce qui a été fait pour l'ascenseur sur ce volet-là. Et qu'à ce titre, pour documenter la pertinence et l'efficacité, on allait s'appuyer sur un questionnaire qui allait être administré auprès des bénéficiaires et sur quelques entretiens qualitatifs complémentaires qui allaient être menés auprès de bénéficiaires, auprès de porteurs de projets d'épicerie solidaire et auprès de collectivités partenaires. Mais toujours avec ce prisme de collecter le regard que portaient ces différents acteurs sur l'évolution de la situation des bénéficiaires, les ménages. C'était ça qui nous intéressait. Un deuxième élément aussi qu'on a dû prendre en compte, c'est que le réseau, à l'époque, comptait près de 400 épiceries membres. Et il était hors de question de mobiliser toutes les épiceries. On a donc constitué un échantillon
de près de 40 épiceries, donc on est à peu près 10% enfin, en l'occurrence, c'est 37 épiceries, je crois, in fine. Et cet échantillon était constitué de sorte à être statistiquement représentatif de toute la diversité du réseau en fonction de 17 critères pour lesquels on avait des données, qui étaient des critères d'implantation de l'épicerie, parce que j'étais en centre-ville, en zone périurbaine, en milieu rural, de taille de la file active, de taille du local, de type d'opérateur qui opérait l'épicerie, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est un CCAS ou autre, des pratiques mises en œuvre par l'épicerie, du budget opérationnel, de la présence de bénévoles, de la présence de travailleurs sociaux et autres. On en avait 17. Et ça, c'est, enfin, procéder de la sorte, procéder à un échantillonnage de cette sorte, c'est quelque chose qui est tout à fait valable. Personne ne vous reprochera de simplifier votre complexité afin de pouvoir mieux l'appréhender. La seule condition pour pouvoir le faire et pour pouvoir produire des résultats rigoureux, c'est d'expliciter très clairement les choix qui ont été faits et les biais éventuels que ces choix induisent dans votre démarche. Ensuite, je vais vous présenter un outil qui a été conçu justement pour vous simplifier la tâche dans la réponse à apporter à toutes ces différentes questions. Dans le cadre de ces groupes de travail sectoriels, donc c'est des groupes de travail qui visent à identifier, à valoriser des initiatives à impact qui ont fait leurs preuves pour ensuite étayer un plaidoyer pour contribuer à la fabrique des politiques publiques, donc l'Impact Tank qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de ces groupes de travail, a construit un outil qui, à mon sens, est très utile, qui s'appelle la grille des niveaux de preuve. L'idée, c'est que toute démarche de mesure d'impact social ne va pas forcément fournir le même niveau de preuve, mais de toute façon, toute démarche de mesure d'impact social n'a pas nécessairement vocation à atteindre le niveau de preuve maximal. Les niveaux de preuve à atteindre seront à calibrer en fonction des objectifs que l'on sert. Et du coup, l'Impact Tank a produit cette grille qui vous est proposée là, avec un niveau 1, où il n'existe pas d'évaluation externe, mais les porteurs de projets ont mis en place un système de suivi et évaluation qui permet déjà de documenter les effets de l'action. Ensuite, on a un niveau 2, avec une évaluation qui suggère des résultats positifs, mais pas un lien de causalité clair entre l'intervention et l'obtention des effets recherchés. Un niveau 3, où là, pour le coup, on a un lien de causalité qui est clairement démontré, et un niveau 4, où on a plusieurs évaluations qui démontrent la causalité. Et donc ça, c'était la grille produite par l'Impact Tank. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en parallèle cette grille des niveaux de preuve avec les 5 questions clés qu'on a balayées aujourd'hui pour vous aider à qualifier votre besoin de mesure d'impact social et les conditions à réunir pour y répondre. Donc, je vous ai concocté cette petite table qui est sur mesure, c'est pour ce webinaire, donc vous êtes les premiers à la découvrir. Les informations qu'elle contient restent indicatives, là voilà. Les informations qu'elle contient restent indicatives, elles constituent des points de repère que nous tirons de notre expérience des dernières années à accompagner différentes démarches de mesure d'impact social. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de vous aider à aligner vos objectifs de mesure d'impact social avec les moyens qui sont requis. Vous n'aurez pas forcément vocation à chercher tout de suite à atteindre un niveau de preuve 4. On le voit, le niveau de preuve 4, c'est plutôt pour des études qui sont destinées à la communauté scientifique, au pouvoir public, qui poursuivent pour but d'influencer les politiques publiques, de contribuer à la fabrique des politiques publiques, de contribuer à la recherche. En termes d'échéance, vous n'aurez pas de résultats avant plusieurs années. En termes d'objets, elles peuvent concourir à documenter l'ensemble des objets possibles. En termes de ressources, elles sont extrêmement chronophages et coûteuses. Pour atteindre un niveau 3, qui sera plutôt à destination à nouveau de la communauté scientifique, des pouvoirs publics ou aussi de certains financeurs qui chercheraient spécifiquement à avoir des retours sur l'impact net de votre projet. Là, on est plutôt sur des études qui vont viser à appuyer un essaimage, à appuyer un changement d'échelle. On a pu faire la preuve du concept scientifiquement, rigoureusement. En revanche, déployer des dispositifs de ce type, ça prend quand même plus d'1 an, généralement, et ça demande des ressources qui peuvent être très lourdes. Pour isoler l'impact net d'un projet, il y a différentes méthodologies qui peuvent être déployées, notamment par groupe de comparaison, ou par ce qu'on appelle les effets randomisés contrôlés. Si on procède par groupe de comparaison avec appariement statistique sur une base de données qui existe déjà, on pourra réaliser quelque chose qui tient la route à partir de 50 000 €. Par contre, si on veut réellement déployer un essai randomisé contrôlé, on aura des budgets qui monteront au-delà de 500 000 € pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter. Et la plupart du temps, enfin, à ma connaissance, aucun essai randomisé contrôlé n'a été déployé sans l'appui d'un prestataire externe, qu'il s'agisse de cabinets de conseil ou de chercheurs.
atteindre un niveau 2 de preuve, c'est des études qui seront plutôt à destination de financeurs ou de porteurs de projets lui-même, dans le but de son amélioration continue, de pérenniser des financements ou de rendre des comptes. Là, pour le coup, c'est des études qui, donc on est sur des études robustes, mais sans isoler l'impact net, donc sans attribuer spécifiquement les résultats observés ou la part des résultats observés qui est due à l'action de l'organisation qu'on étudie et à elle seule. On est sur des échéances qui peuvent être plus courtes. Alors, 3 mois, c'est vraiment la limite minimale, à mon sens, dans le cadre où on est accompagné par un prestataire externe. Mais voilà, aller à 6 mois et au-delà, c'est plus intéressant. Ça peut permettre de documenter l'efficience du projet, l'efficacité, sa pertinence. Ça demande un portage interne. Alors, évaluer un peu à brûle-pourpoint comme ça à 10 jours de travail, à répartir entre les personnes qui prennent part au comité de pilotage, les personnes qui servira de référent tout au long de l'étude. Et on peut s'appuyer pour ça sur un prestataire externe, cabinet de conseil ou chercheur. En termes de budget, je vous propose là cette limite, enfin ce premier seuil à partir de 20 000 €. À 20 000 €, on n'aura pas une étude qui sera très, très, très détaillée. Quand on veut avoir collecter davantage de données qualitatives, ça prend généralement plus de temps pour mobiliser les personnes, plus de temps pour collecter la donnée, plus de temps pour la traiter, et on sera sur des budgets un peu supérieurs à ça. Mais grosso modo, voilà, s'il faut une fourchette, on sera entre 20 000 et 50 000. Et ensuite, pour le niveau 1, donc là, on n'a pas d'évaluation externe, c'est en interne qu'on met en place un dispositif de suivi-évaluation. En termes de destinataires, ces types d'études s'adresseront plutôt au porteur de projet lui-même, à ses équipes, à ses bénéficiaires, pour servir son amélioration continue, pour renforcer l'adhésion de ses équipes, pour recruter de nouveaux bénéficiaires. Là, pour déployer un projet de ce type, avoir suffisamment de données pour l'analyser de manière interne, il faut quand même compter généralement 1 an entre la mise en place du dispositif, la collecte des premières données, et puis un premier traitement, analyse des données. On pourra utiliser cette approche-là pour documenter l'efficacité et la pertinence. Généralement, ça demande un portage interne plus lourd que quand on est dans le niveau 2 en s'appuyant sur un cabinet externe. Et on peut, dans certains cas, s'appuyer sur des plateformes numériques. Il en existe plusieurs qui vous accompagnent dans ces démarches-là. Et donc là, je vous propose une idée d'un budget pour se faire accompagner par une plateforme numérique. C'est autour de 2 500 €. Et donc, vous disposerez d'un outil, de la licence d'utilisation de cet outil et d'une petite formation à comment est-ce que j'utilise cet outil. Voilà pour vous donner des ordres de grandeur. On vous avait promis d'être concret et j'espère que l'exercice réalisé tient cette promesse. Merci Damien, merci pour ce tableau effectivement qui est très concret, qui est très opérationnel et qui permet effectivement de pouvoir répondre à ces 5 questions comme on l'a vu, le destinataire, le but, l'échéance, l'objet et les ressources. Voilà. Alors, si votre organisation a répondu de manière cohérente à ces 5 questions, si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez effectivement estimer que vous êtes prêt, que les prérequis sont prêts pour pouvoir vous lancer dans ce type de démarche. Alors, vous pouvez effectivement choisir d'internaliser ce type de démarche si jamais vous avez les compétences en interne. Et dans ce cas-là, tous ces éléments de réponse vous permettront d'élaborer la fiche de poste, ou la fiche de mission, ou la feuille de route de l'équipe, de la ressource que vous aurez mobilisée sur ce sujet. À l'inverse, si vous choisissez d'externaliser, de confier la prestation à un cabinet de conseil ou un bureau d'études, tous ces éléments de réponse vous permettront d'alimenter le cahier des charges que vous présenterez à votre prestataire potentiel. Voilà donc pour les 5 questions. J'ai peut-être une toute dernière question pour toi, Mathilde, avant de passer la parole à nos participants pour la phase de questions-réponses. Au final, qu'est-ce que ça a apporté, toute cette démarche, à la fois pour toi, pour l'ascenseur, pour tes financeurs, pour tes partenaires, pour tes équipes? Et puis peut-être, toute dernière question, si on se projette sur les prochaines étapes, est-ce qu'il y a un souhait de pérenniser cette démarche? Et si oui, de quelle manière, sous quel format? Oui, et ben alors, en fait, moi, je trouve que cette démarche a été pour nous plus un point de départ qu'un point d'arrivée. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les résultats d'une mesure d'impact. Voilà, on peut avoir parfois cette tendance à dire, bon, bah, c'est fait, on donne aux financeurs, et puis on l'arrange dans un coin. Mais je pense qu'au contraire, c'est vraiment, encore une fois, un point de départ. Nous, en termes de résultats,
on a eu des résultats tout à fait probants. Peut-être juste pour donner 3 résultats peut-être très représentatifs. Ça a permis d'une part de renforcer la visibilité et la notoriété des associations qui sont résidentes à l'ascenseur. Donc maintenant, elles sont beaucoup mieux identifiées au niveau institutionnel et au niveau des partenaires entreprises aussi. Ça a permis aussi de faire de l'égalité des chances en fait un vrai sujet politique, mais aussi un sujet d'action. Nous, on a été choisi par exemple par le ministre de l'Éducation pour un de ses premiers déplacements, et ça a été pour lui vraiment l'occasion d'avoir accès à 20 acteurs de terrain pour mieux justement appréhender ce sujet des inégalités et on l'espère voilà les mettre vraiment au cœur de sa feuille de route pour l'ensemble de son mandat. Et peut-être pour finir cet exemple en termes de qualité de l'action et donc d'impact sur les bénéficiaires, en fait très concrètement, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une action concrète qui impacte nos bénéficiaires, par exemple suite à la visite de l'OCDE qui est venu nous voir pour avoir des exemples inspirants de ce qui peut se faire. Aujourd'hui, on a des jeunes qui font leur stage là-bas à l'OCDE, des jeunes accompagnés par notre association Viens voir mon taf. Et 4 jeunes issus de quartiers prioritaires ont eu accès à cette opportunité. On a suivi une classe de 20 jeunes qui ont pu visiter l'OCDE récemment. Donc, on a eu des résultats vraiment très concrets en fait et qui ont permis à la fois de donner un coup d'accélérateur au développement de l'ascenseur et notamment aussi son essaimage en région avec des résultats pareils. On a envie de développer l'ascenseur ailleurs et donc d'aller aider plus de jeunes dans les territoires. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment la réalisation d'une mesure d'impact, c'est essentiel au-delà de démontrer des choses à ses partenaires. C'est vraiment un véritable retour sur investissement pour la structure. On a des partenaires plus convaincus, des nouveaux partenaires qui nous rejoignent. On peut monter plus d'actions pertinentes et donc à la fin, on a plus d'impact sur les collégiens, les lycéens et voilà, peu importe quels que soient vos bénéficiaires. Donc voilà, encore une fois, l'idée, c'est vraiment pas tant que de mesurer son impact, mais vraiment avoir de l'impact sur ses bénéficiaires. Et en termes de projection, comme je disais, voilà, pour moi, ça a vraiment été un point de départ. L'idée, c'était d'en faire quelque chose. On a eu plein de leviers d'action qui sont ressortis de cette mesure d'impact. Et je pense que, moi, je suis très attachée aussi à faire ce lien entre le monde associatif et le monde de la recherche. Je pense que c'est essentiel pour être fidèle à nos engagements et que c'est vraiment une complémentarité qui nous permet dans le temps de continuer à suivre et à mesurer notre impact. Et justement, un des dispositifs, à mon sens, qui fonctionne très bien et qui permet cette continuité, c'est ce qu'on appelle les CIFRE. Donc, c'est les conventions industrielles de formation par la recherche qui sont proposées par l'Agence nationale de la recherche. C'est un peu comme de l'alternance, mais dans le cadre d'un doctorat. Et en fait, la NRT prend en charge 50% du salaire d'un chercheur durant 3 ans. Et donc, ce chercheur, on peut le dédier à sa mesure d'impact. Moi, je l'ai d'ailleurs expérimenté précédemment et j'ai pu constater qu'il y avait vraiment des avantages en termes voilà, de suivi et de pérennisation de sa mesure d'impact. Donc, ça permet de créer une continuité entre deux mesures d'impact qu'on va peut-être externaliser pour avoir un focus sur des choses très précises. Donc, ça permet d'assurer cette pérennisation et ce suivi. Ça permet de faire le lien entre le monde associatif et celui de la recherche et donc de jouir d'une légitimité scientifique et puis disposer de manière régulière de contenu de fond. Donc, nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, en tout cas à l'ascenseur. On est en train de recruter actuellement un chercheur en CIFRE et l'idée, c'est qu'il puisse suivre au quotidien l'impact de nos actions et donc de nous permettre à l'ascenseur d'avoir plus d'impact. Et ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment notre ambition et notre raison d'être que d'avoir plus d'impact sur les jeunes qu'on accompagne. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Damien. Merci pour ces échanges très riches, toujours très inspirants. Donc, on est arrivé au terme de la présentation qu'on souhaitait faire. Merci à toutes et à tous pour votre participation.
Je vous propose qu'on passe à la phase de questions-réponses. Il nous reste quelques petites minutes puisqu'on a prévu ce webinaire jusqu'à midi. Alors, on a une première question de la part de Georgia Vitarelli. Donc, ça s'adresse plutôt à toi, cette question, Mathilde. Dans le cadre de l'ascenseur, est-ce que l'étude a été financée par le partenaire BNP? Alors non, pas spécifiquement par le partenaire BNP. En fait, BNP a impulsé et a souhaité qu'on mesure notre impact, comme je le disais, mais en fait, c'est une proposition qui a été faite au conseil d'administration de dédier une partie de notre budget à cette mesure d'impact. Et donc, notre budget, il est constitué de différentes sources de financement. Donc, il y a du mécénat, une partie du mécénat de la BNP, mais pas que, on a d'autres partenaires. Et puis, voilà, on a d'autres sources de financement. Donc, c'était juste vraiment l'idée de pouvoir dédier une partie du budget, même si c'est la BNP qui l'a impulsé, c'est pas la BNP qui a directement fléché des financements sur cette mesure d'impact. Merci Mathilde et merci à Georgia pour la question. Je vais passer à la deuxième question qui nous vient donc de Mathieu Lescanf. Merci pour la question. Elle fait écho à ta présentation, ton tableau, Damien. Avez-vous des recommandations de plateformes numériques? Donc là, je pense qu'on est sur le niveau 1. Oui, alors en l'occurrence, là, parmi nos partenaires et parmi nos collègues, amis, dans le champ de la mesure d'impact social en France, on a deux plateformes qui se détachent. Il s'agit d'Impact Tools et d'Impact Track. Donc, on retrouve le terme impact dedans de façon assez transparente. Voilà, positionné sur ce créneau-là, donc des plateformes qui vont à la fois guider pas à pas la mise en place d'un dispositif de mesure d'impact social, identifier les parties prenantes, identifier leurs besoins, identifier les activités mises en place, les effets recherchés, et ensuite des plateformes qui vont permettre de générer des outils de collecte de données, pour le coup essentiellement quantitatifs, c'est une des limites de l'outil, et d'agréger numériquement en temps réel les réponses apportées par les bénéficiaires. Et ça, c'est très pratique, notamment pour suivre dans le temps voilà, l'impact social de son organisation, plutôt que de passer par des Google Docs ou autres, dont la trace peut se perdre dans vos SharePoint d'organisation. Là, on a une plateforme qui agrège les résultats d'année en année et qui en permet une première visualisation. Voilà, pour aller dans des analyses plus fines, il faut repartir des bases sources et les retravailler. Mais en tout cas, les plateformes proposent chacune une première visualisation de ces données avec un tableau de bord, avec une page d'impact qui peut être partagée avec vos partenaires. Donc, c'est déjà voilà, un très bon niveau pour accrocher le sujet et commencer. Merci Damien. Je vais prendre ensuite les deux autres questions qui s'adressent plutôt à toi, Damien. Je vais les prendre en bloc, comme ça tu pourras répondre aux deux si ça te va. Donc, première question de Jamila, y a-t-il des mesures d'impact en faveur des réfugiés? Merci pour la question. Et deuxième question de Frédéric, la méthode dite des coûts évités correspond-elle à ce que vous appelez impact net? Plus largement, quelles sont les différentes méthodes d'évaluation que vous utilisez? Alors, j'imagine que c'est qu'on utilise au sein du groupe SOS Consulting, hein. J'imagine que c'est ça la question. Alors, pour répondre à la question de Jamila, oui, j'ai connaissance de différentes études qui ont pu être menées en faveur des réfugiés ou sur des projets voilà, qui avaient vocation à accompagner des populations réfugiées, des bénéficiaires de la protection internationale. Nous, chez Groupe SOS Consulting, on en a mené une pour un opérateur roumain qui s'appelle Ateliere Fara Frontiere. Et donc, c'était un projet d'accueil de réfugiés ukrainiens en Roumanie. Mais je sais que des organisations que vous connaissez certainement, comme Connexio, comme Singa, comme Each One, ont pu faire appel enfin, ont pu déployer des mesures d'impact social sur tout ou partie de leur programme. Et pour répondre à la question de Frédéric, la méthode des coûts évités, non, ne correspond pas à ce qu'on appelle l'impact net. La méthode des coûts évités, c'est une des méthodes qui peut être utilisée pour documenter l'efficience du projet. Donc l'adéquation entre les ressources mobilisées et les résultats atteints. L'impact net, il s'agit vraiment, parmi les effets observés, euh, d'isoler la part qui est spécifiquement due à mon organisation et non pas à d'autres accompagnements dont les bénéficiaires que j'accompagne peuvent bénéficier en même temps ou à ceux qui se seraient passés de toute façon que mon organisation existe ou pas. C'est vraiment ça la question de l'impact net, c'est isoler ce qu'on appelle l'attribution, ce qui est spécifiquement dû, spécifiquement imputable à mon action parmi les effets qui sont observés.
Et du coup, pour pouvoir isoler cet élément-là, on procède, comme je le disais rapidement tout à l'heure, par comparaison, de façon très simpliste, entre des populations qui bénéficient de mon action et des populations qui n'en bénéficient pas, mais qui partent d'une même situation de départ. Et on peut soit faire des comparaisons ex post, c'est-à-dire après coup, en essayant statistiquement d'avoir accès à des données dans des bases constituées, ce qui est possible dans certains cas et souvent pas possible malheureusement, pour voir voilà, deux populations qui étaient similaires au moment où j'ai commencé mon projet, qui ont eu des parcours différents aujourd'hui, et essayer d'isoler les effets qui sont observables chez elles dus à mon projet et ou pas. Donc ça, c'est une méthode, donc par appariement statistique. Et l'autre méthode, c'est ce qu'on appelle donc les essais randomisés contrôlés, où là, au moment où on lance le projet, on choisit arbitrairement parmi une population homogène, un contingent qui va bénéficier du projet et un contingent qui ne va pas en bénéficier. On les suit dans la durée et on essaye du coup comme ça d'isoler a posteriori, enfin dans la durée, ce qui aura changé dans la situation de ces personnes en fonction de si elles ont bénéficié du projet ou pas. Voilà, pour l'impact net, c'est plutôt ce type de méthodologie. Et donc, comme je le disais, les coévités, c'est plutôt pour documenter l'efficience, enfin pour s'interroger à l'efficience du projet. Merci Damien. Il y avait une sous-question dans cette question. Plus largement, quelles sont les différentes méthodes d'évaluation que vous utilisez? Oui, on l'a vu, en fonction des différents objets de l'étude, on mobilisera des méthodologies qui sont différentes. En l'occurrence, pour le cas de l'ascenseur, pour le cas d'Andes qui ont été évoqués, on s'intéressait donc principalement à la pertinence et à l'efficacité et en termes d'objets d'étude. Et du coup, pour documenter les effets, vérifier qu'ils correspondaient bien, enfin qu'ils étaient en bonne adéquation avec les besoins des personnes à qui on s'adresse, et pour documenter de quelle manière les effets recherchés étaient au rendez-vous, on utilise un mix, on va dire, entre des méthodologies quantitatives et des méthodologies qualitatives. Le quantitatif se basera plutôt sur l'administration de questionnaires et un traitement statistique des réponses apportées à ces questionnaires. Et le qualitatif, là pour le coup, il y aura plusieurs outils. Ça peut être des entretiens individuels, ça peut être des focus groups, ça peut être des mises en situation, ça peut être des observations sur site. Voilà. Et c'est en fonction de ces différents éléments-là qu'on essaiera de rassembler un faisceau de données qui nous permettront de nous prononcer sur oui ou non, j'observe que les effets sont là, oui ou non, les effets semblent être atteints auprès de l'ensemble de mes parties prenantes ou que de certaines et dans certaines conditions. Mais à ce niveau-là, si on ne va pas jusqu'aux méthodologies que j'évoquais sur l'impact net, on aura documenté les effets, on n'aura pas la certitude absolue qu'ils sont spécifiquement dus à mon organisation. Mais atteindre déjà ça, ce stade de documenter les effets, est déjà extrêmement utile. Tout le monde ne peut pas se payer le luxe des méthodologies qui permettent d'isoler spécifiquement l'impact net de mon organisation. Et dans certains cas, on l'a vu, ce n'est même pas nécessaire ou productif. Merci Damien pour le complément. On a une question de Philibert pour Mathilde. Donc, suite à cette étude d'impact, quelle est la roadmap de l'essaimage en région? Oui, merci pour la question. Alors en fait, c'était quand même deux choses différentes. Ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir eu les résultats de cette mesure d'impact qui a pu vraiment démontrer la pertinence de notre projet, ça a pu nous permettre derrière de convaincre nos partenaires actuels et de faire venir de nouveaux partenaires sur le fait de pouvoir s'essaimer en région et que ce modèle était pertinent ailleurs qu'à Paris. Donc en fait, la mesure d'impact ne nous a pas proposé une roadmap pour cet essaimage. En tout cas, nous, derrière, on a travaillé sur ce projet-là. Et l'idée, c'est de viser deux grandes métropoles sur le territoire métropolitain où on a déjà des antennes des associations de l'ascenseur et de les regrouper voilà, pour créer des ascenseurs bis à des échelles différentes, tout en accueillant aussi de nouvelles associations. Merci beaucoup Mathilde. Alors, je vois que l'heure tourne, il nous reste 3 questions. Je vous propose que ce soit les 3 dernières questions qu'on prenne et auxquelles on va essayer de répondre. Si jamais vous avez d'autres questions, évidemment, on est à votre disposition ultérieurement. Donc, une question de Céline, quel objet d'étude est le plus demandé? Donc, j'imagine le plus fréquemment demandé. Une question de Marianne, quel lien faites-vous entre ces mesures d'impact présentées ce matin et l'investissement à impact social? Et enfin, on a une dernière question
qui nous vient de Muriel. Sur quel sujet êtes-vous, donc le groupe SOS Consulting, sollicité pour des démonstrations de causalité, donc des niveaux les plus élevés, 3 et 4? Damien, je vais te laisser le soin Oui, d'apporter des éléments de réponse à ces 3 questions. Merci. oui. Alors, je fais un pont entre la question de Céline et celle de Muriel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sollicités pour des démonstrations de causalité, niveau 3-4, notamment parce que ça représente des budgets trop importants pour les acteurs que nous accompagnons. Nous, on est positionné plutôt en accompagnement des acteurs voilà, de l'ESS que vous constituez pour beaucoup, des acteurs aussi des entreprises quand elles développent des projets à fort impact social, des projets de social business ou autres. Mais la plupart des structures qu'on accompagne n'ont pas les budgets requis pour pouvoir se lancer dans des démarches de démonstration de causalité. Vous l'avez vu, il y a quand même un coût d'entrée pour ces démarches, soit de faisabilité technique, soit de coût monétaire. Et du coup, nous, voilà, on se positionne plutôt auprès des acteurs qui n'ont pas encore les moyens pour se lancer dans ces approches-là, pour leur rendre accessible aussi la pratique de la mesure d'impact social, pour les former, leur mettre le pied à l'étrier, donc plutôt sur des études de niveau 2. Et ensuite, l'objet d'étude qui est le plus demandé, du coup, comme on est souvent dans ce champ, enfin qui nous est le plus demandé en tout cas, comme on est souvent dans ce champ niveau 2, ce sera souvent le couple pertinence-efficacité, ce sera parfois le sujet de l'efficience, qui est la plupart du temps souvent demandé à la demande express des bailleurs de fonds, qui voudront voilà, avoir une idée, que ce soit via des analyses coûts-bénéfices ou la méthodologie des coûts évités, sur se faire une idée du retour sur investissement des fonds qu'ils consentent au projet. Et ensuite, la dernière question, quel lien fait-on entre mesure d'impact présentée ce matin et investissement impact social? Alors, l'investissement impact, aujourd'hui, se caractérise par 3 conditions clés, que sont l'intentionnalité, avoir une intentionnalité d'impact, l'additionnalité, donc que le fait de financer tel projet plutôt qu'un autre ajoute quelque chose en plus des simples fonds que j'apporte, et la mesurabilité. Et la mesurabilité, c'est justement la capacité à pouvoir rendre des comptes sur l'impact effectivement généré par les projets dans lesquels j'ai investi. Ça, c'est la définition qui nous est proposée par Finance for Tomorrow, enfin la démarche de place de l'investissement impact qui s'est rebaptisé Institut de la finance durable. Et pour pouvoir faire ça, du coup, les investisseurs à impact devront mettre en place des méthodologies de mesure d'impact avec, enfin, ce qui les concerne, une contrainte clé qui est qu'ils chercheront souvent à rendre comparables les différents projets qui constituent leur portefeuille. Et ça ne va pas sans poser des problèmes, parce que voilà, quand on a un projet qui est dans le champ, par exemple, du handicap, un autre dans le champ de la lutte contre les inégalités, un autre dans le champ de l'insertion professionnelle, c'est difficile de créer du comparable sur ces éléments-là. Et c'est pour ça que souvent, les investisseurs à impact, on va pas faire de généralité, mais disons que la première clé d'entrée pour eux, ça sera des approches plutôt quantitatives sur quelques indicateurs clés qui seront sélectionnés pour chaque projet, quelques indicateurs transverses à tous les projets et quelques indicateurs spécifiques, projet par projet, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la thématique sociale qui est abordée. Aujourd'hui, peu d'investisseurs à impact financent in extenso des études qui permettent d'aller plus au fond des choses avec des méthodologies plus qualitatives, comme on peut être amené à les déployer et comme on les a balayées aujourd'hui, que ce soit pour l'ascenseur, que ce soit pour les épiceries solidaires Andes. Voilà, si ça répond, enfin, pour quelques éléments de réponse en tout cas sur cette question-là, du lien entre ces méthodologies présentées ce matin et l'investissement impact. Merci Damien. On arrive donc au terme de ce webinaire qui, je l'espère, aura été riche, enrichissant pour vous et puis très concret. Merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage, ton grand témoignage. C'était un plaisir de t'avoir encore à nouveau à nos côtés. Merci également Plaisir partagé. Merci également à vous toutes et tous, participants très nombreux ce matin. On espère que ce webinaire vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres points, d'autres questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. On se fera un plaisir évidemment de pouvoir prolonger la discussion avec chacun de vous.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au Très revoir. bonne journée. Merci Merci, beaucoup. à bientôt. Au revoir. Merci.